Alors bonjour à toi. Ce matin, je suis avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sophie. Et je suis très heureuse de faire cette vidéo à deux. C'est la première fois que je me mets là-dedans. Voilà, Emmanuel vient de sortir un livre en auto-édition éthique. Elle est donc auteure, écrivain, et je vais la laisser dire quelques mots. Je suis très heureuse de vous présenter cet ouvrage qui va faire l'objet de notre entretien sur le thème de l'abus. Emmanuel. Alors, donc, je m'appelle Emmanuel, j'ai 51 ans. Et ce livre donc, est ma première publication après tout un trajet au niveau de l'écriture, puisque j'ai commencé à écrire à l'adolescence. J'ai ensuite fait des études littéraires et je n'ai pas arrêté d'écrire. Aujourd'hui, j'anime aussi des ateliers d'écriture. Et ce livre, donc, c'est le premier, je pense, d'une longue série euh, qui voit le jour, en fait, le premier livre qui est publié. Et donc, comme tu l'as souligné, qui est publié en auto-édition. Et ça, c'est important, puisque c'est un livre, du coup, qui est imprimé à chaque achat. Donc, il n'y a pas de stock. On sait que chez les libraires, voilà, il y a des stocks et qui, des fois, finissent par être détruits. Et au niveau écologique, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc ce livre, il est imprimé à chaque fois que quelqu'un l'achète. Et j'aime beaucoup son titre, Des éclats de nuit pleins de cœur. Donc on va parler du thème de l'abus. On ne va pas dévoiler l'histoire parce qu'en plus c'est tellement bien écrit, il y a un suspense et voilà, il y a tellement de saveurs. C'est facile à lire. Son écriture est vivante, fluide et tellement touchante. Alors pourquoi cet entretien? Parce que dans ma pratique, que ce soit dans mon cabinet, que ce soit dans les groupes, euh, eh bien je côtoie, et que ce soit dans mon histoire, l'abus est présent, omniprésent. Je crois que dans notre société c'est vraiment un thème. Et du coup j'avais à cœur de partager toutes les clés, toutes les ouvertures qui sont dans ce livre. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais lu encore. Dans ce livre d'Emmanuel, il y a vraiment le récit vivant d'une façon de guérir, d'être dans un processus intérieur, un chemin de vie qui va totalement ouvrir à l'être, alors même qu'il y a eu des grandes violences. Et donc ça met un énorme espoir dans la capacité que nous avons de, voilà, de grandir avec l'épreuve. Est-ce que dans la présentation, Emmanuel, il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit et qui te tient à cœur? Je crois que tu as fait le tour déjà de la présentation. Belle présentation, je te remercie. On va rentrer dans le Voilà, sujet. on va y aller. Alors, ce livre, pourquoi il a fait des échos? Pour moi, parce que, euh, au fond, la description que tu fais de ce que je nomme moi la victime innocente dans une situation d'abus, c'est souvent un enfant face à un pouvoir d'adulte, mais c'est aussi un adulte face à un autre adulte qui prend le pouvoir sur lui. Elle est très très juste. C'est la mise en avant de ce dialogue intérieur qui va guérir en fait. Et souvent quand je dis ça, on me dit mais ça c'est de la dissociation. Eh bien non, pas du tout. On va complètement renverser cette idée reçue, entamer un dialogue intérieur avec les différents aspects de soi, l'aspect qui subit, qui est maltraité, que ce soit l'enfant blessé intérieur ou l'enfant blessé dans l'adulte que je suis maintenant, qui vient rencontrer la partie justement mature, qui va se mettre à l'écouter, eh bien ce dialogue est complètement intégrant et guérissant. Alors j'aimerais que tu nous parles de ça et comment ça a guéri la blessure du rejet et de séparation et la façon dont tu mets ça en clarté dans ton livre, ces deux voix, ces deux personnes qui se parlent intérieurement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, alors c'est vrai que ce qui est important, c'est que dans toute forme d'abus, il y a une dissociation qui se fait de base, un clivage, des clivages entre les différentes parties de soi.
Et c'est ça qui rend complexe en fait le processus de guérison Mm. et tout le chemin de vie en fait au quotidien. Et du coup, l'essentiel, c'est justement de pouvoir réconcilier ces différentes parties, de les amener à rentrer en dialogue, en rapport l'une avec l'autre, pour qu'elles puissent ne plus vivre chacune séparément dans son coin euh, des choses qui vont être complexes, qui ne vont pas être comprises, notamment dans les douleurs de cet enfant intérieur. Et donc c'est vrai que là, euh, bah, non, on ne va pas renforcer la dissociation, on va au contraire travailler à réassocier ce qui a été dissocié. Ouais. Et ça, c'est vraiment le principe même de la guérison et de la sortie de cet état blessé, de cet état de l'abus, en fait. Euh, Est-ce que tu serais d'accord que je lise quelques extraits de ton livre Oui, pour te permettre de nous dire un petit peu ce que tu as voulu tout à fait. exprimer? Alors, je vais prendre la page 152 de ce livre et je vais vous lire cette petite phrase. Dans notre société de la performance, il est malvenu de ne pas être au sommet de ses capacités. Il n'y a pas d'espace de bienveillance pour écouter les malmenés du monde, soigner les rescapés de l'amour dévasté, les cœurs et les corps des enfants brisés par les abus de pouvoir. Qu'est-ce que tu veux nous partager sur cet espace-là de ton livre? Alors, là, ce que j'aimerais partager, c'est à quel point c'est difficile dans notre société d'avoir vécu des abus, des traumatismes, quels qu'ils soient, en fait. Puisque la société a tendance à elle-même être violente dans le rejet de toutes ces personnes qui ont vécu des traumatismes. Et la conséquence, une des conséquences du traumatisme, c'est que ça va générer des difficultés de vie et donc souvent beaucoup d'échecs, des échecs affectifs, des échecs professionnels, familiaux, des problématiques de santé. Et ça ne rend pas performant. Et voilà. Voilà. Et on se retrouve à la fois exclu de sa propre famille, souvent de sa propre vie intérieure, séparé et séparé aussi d'une vie dans la société, d'une reconnaissance même parfois professionnelle, parce qu'on n'arrive pas à être au top de soi en fait. Voilà, Tout donc il y a simplement. toute cette difficulté qui est de vouloir, entre guillemets, être comme tout le monde, réussir, parce que c'est ça qui est en place, c'est la norme en fait. Il faut réussir, et en même temps, il y a toute la difficulté à y aller, et souvent qui n'est pas comprise. Voilà. C'est difficile de faire le lien entre le traumatisme et les difficultés qui se vivent de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Alors, j'ai un autre extrait, page 419, qui m'a bien parlé. Quand j'ai réussi à sortir les mots, j'ai eu l'impression d'être le monstre. Dieu sait si je vois ça souvent dans mon cabinet, et pas forcément pour des abus sexuels ou incestuels, pas du tout, même dans l'entreprise, dans la vie. Si je commence à dire ce qui dysfonctionne et ce qui me met mal, je suis le porteur de conflits, de discorde, je suis l'agresseur, je suis le monstre. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Bien, là aussi, je vais rebondir sur un mode de fonctionnement de la société qui est de mettre de côté tout ce qui peut déranger. Et du coup, la personne qui va venir en parler, mettre ça sur le devant de la scène, va être très mal vue parce qu'elle va faire vérité sur des choses qui ne veulent pas être prises en compte, que la société refuse d'assumer. Donc effectivement, la personne qui va oser parler, qui va oser mettre en avant les dysfonctionnements, d'une part va être considérée par l'extérieur souvent comme étant monstrueux, c'est-à-dire qu'il y a une confusion entre les faits qui vont être dévoilés et la personne. C'est comme si la personne qui dévoile devenait elle-même porteuse de ces faits. Ouais. Et la difficulté, c'est que la personne qui en parle va se vivre elle-même, effectivement, comme étant le monstre. Comme une identification, en fait. Voilà, s'identifier à ce qu'elle a subi. Voilà.
Et ça va être toute la complexité, la difficulté du chemin de guérison que de se désidentifier de ça pour laisser à l'agresseur ses actes, ses comportements et sa Ouais. part de Et responsabilité. je crois que là, on peut vraiment nommer la culpabilité, que j'appelle la culpabilité de la victime innocente. C'est-à-dire qu'on porte la culpabilité alors qu'on est la victime, en fait. Voilà, cette culpabilité, elle est centrale et Mm. c'est vraiment très difficile de s'en dépêtrer. Et là, je voudrais rebondir sur un passage du livre qui parlera sûrement beaucoup à certains d'entre nous, qui est j'aurais voulu que le problème soit physique, qu'il se voit, se traite, ait des explications, là où tout était invisible, et moi-même je ne le comprenais pas. J'étais seule avec ça, je n'avais personne à qui parler de ce mal-être, je me croyais coupable, incompétente, même pas capable de vivre comme tout le monde. Nul ne comprenait mon désarroi qui faisait tache dans le paysage. Alors j'ai appris à dissimuler l'étendue du désastre, ignorant tous ces appels au secours venus de mes profondeurs. Le discours de l'entourage, empli de méconnaissance, venait invalider mes perceptions et mes symptômes. Ce que j'avais subi était ignoré, passé sous silence. Je devais me débrouiller pour survivre, abandonnée. Je trouve que c'est très fort parce que c'est très vrai et on vit beaucoup ce genre de choses, que ce soit dans des abus énormes comme le tien ou comme dans des abus parfois qui sont liés à une certaine banalité de la vie. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, une grande difficulté, justement, quand on a vécu des abus, euh, c'est que ça génère beaucoup de souffrance à l'intérieur, mais qui ne se voit pas. C'est-à-dire que je donne aussi l'image dans le livre d'un grand blessé d'un accident de la route, par exemple, qui aurait des fissures partout, où là, on va le voir qu'il est blessé, on va le prendre en compte, on va l'aider à se réparer. Alors qu'une blessure psychique, psychologique, une blessure du cœur, ça ne se voit pas. On ne sait pas, même pas forcément d'où elle vient, toujours, on ne sait pas toujours la nommer. Et même si on sait la nommer, c'est difficile de la comprendre, déjà pour soi. La personne qui vit la blessure, elle a souvent du mal Et peut-être de lui donner sa vraie valeur. voilà, à la reconnaître, Ouais, à lui donner sa légitimité, puisque là, la culpabilité vient invalider. ouais. Et donc, ça va être aussi une partie du chemin que de se redonner à soi-même sa propre légitimité, que de reconnaître sa blessure, que de l'apprivoiser, de la comprendre, et progressivement de cheminer avec. Mm. Est-ce qu'on peut dire que pour ça, on a vraiment besoin d'être entouré et d'avoir des appuis, des gens qui autour, que ce soit des thérapeutes, des amis, des personnes extérieures, qui nous appuient et nous valident dans nos vécus? Pour moi, c'est essentiel. Mm. Une chose qui a été importante aussi dans mon vécu et que je peux constater chez d'autres personnes qui vivent des traumatismes, c'est la sensation d'isolement. Mm. Euh, déjà l'impression qu'on est toujours seul à vivre ça. Alors que si on commence à lire des témoignages, à en entendre, à en écouter, on se rend compte que finalement tout le monde vit globalement la même chose. Les émotions, elles sont universelles et on traverse globalement les mêmes étapes, les mêmes sensations, même si la forme est différente. Il y a quelque chose qui est commun et quand on prend conscience de ce commun, j'ai envie de dire, on se relie à notre humanité, on se réintègre dans l'humanité dont on a été exclu quelque part à travers euh, La la souffrance. souffrance et des actes qui ont pu être monstrueux, justement. J'aime beaucoup ce que tu dis et dans ton livre, c'est un aspect dont vraiment je voulais parler, c'est cette multidimension dans laquelle s'inscrit ton récit. On voit que tu le développes vraiment dans la conscience du corps physique, bien sûr, du corps émotionnel, du corps psychique et du corps spirituel. Et tu fais ce chemin, en fait, à travers tous ces champs de conscience qui fait qu'il y a quelque chose à la fois de très personnel qui peut parler et faire écho, et il y a aussi quelque chose de très transpersonnel, de très spirituel, qui est universel en fait, et où on se retrouve complètement. Et ça, je trouve que c'est très beau dans ton récit, et ça ouvre de grands champs de prise de conscience. Oui, alors je me suis rendu compte dans mon cheminement
que tous ces différents niveaux de conscience dont tu parles, il y a besoin de les prendre tous en compte. Mm. Parce que si on ne traite que l'un, mais pas les autres, il y a toujours un moment où ça va manquer, quelque chose va être bancal. Et la souffrance, elle va se manifester autrement. Et en fait, on est un tout et on a besoin de s'occuper de toutes ces parties-là. Et c'est comme si dans ton cheminement, on voit à quel point l'épreuve, la douleur, la souffrance te permettent aussi de révéler et d'ouvrir tous ces espaces et toujours plus dans ce que j'appelle l'ouvert en fait. Oui, Et ça c'est beau parce que c'est vraiment de ta souffrance, de ton épreuve, tu peux faire quelque chose et, et c'est magnifique. Alors je ne vais pas dévoiler la fin du livre, mais je vais rebondir sur une autre phrase que j'ai vraiment à cœur de lire. J'avais la sensation d'être inadaptée, sans croire que je vivais dans un univers pathologique où tout allait de travers. Je me suis constamment remise en cause, cherchant ce qui n'allait pas chez moi, alors qu'il était juste et sain d'aller mal dans un milieu où le non-dit voilait la vérité. Et là, je crois que ça peut parler à beaucoup de personnes dans des atmosphères de collègues, de travail, de famille, ou simplement même des fois de relations, de voisinage ou d'amitié. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça? oui. Donc c'est vrai que la question du non-dit, du silence, là aussi, elle est fondamentale. Euh, et on- cette question de l'abus, effectivement, elle peut prendre de multiples formes et se manifester dans plein d'endroits. Et ça va de l'abus extrême au plus subtil. Ouais. Et c'est vrai que j'ai écrit cette histoire qui est très personnelle, mais j'ai voulu lui donner une forme plus ouverte et universelle pour qu'elle puisse parler à plein de gens. Donc là, peut-être, on peut Mmh. rebondir sur Mmh. pourquoi, pour qui j'ai écrit ce Et livre. oui, exactement. Voilà. Donc c'est vrai que dans mon rapport à l'écriture, au départ, quand j'ai commencé à écrire à l'adolescence, c'était vraiment tout simplement de la survie pour moi, que Mmh. de mettre des mots sur ce que je ressentais, que je ne comprenais pas, Mmh. pour pas perdre pied, en fait, j'ai écrit. Et quelque part, ça m'a sauvée, j'ai envie de dire, l'écriture. Ouais. Donc, on sait que l'écriture a quelque chose de thérapeutique, mais j'ai eu aussi envie d'aller au-delà, puisque moi, c'est aussi en lisant des récits d'autres personnes, en écoutant des témoignages, que ça m'a aidé à comprendre ma propre histoire et à avancer dans mon Mmh. cheminement. Et ce qui a été déclencheur pour moi de l'écriture de ce livre, ça a été quand Camille Kouchner a sorti son livre La Familia Grande, et elle est passée dans l'émission La Grande Librairie, où elle a expliqué que c'est elle-même la lecture d'un autre livre qui s'appelle La Fabrique des pervers de Sophie Chauveau, euh, qui lui a permis de comprendre ce qui se vivait dans sa propre famille et Mmh. qui lui a donné aussi l'idée et l'envie d'écrire le livre. Mmh. Et dans cette émission, il a été expliqué à quel point la littérature pouvait être importante comme levier pour faire changer la société. Mmh. Et là, j'ai pris conscience que, effectivement, j'avais des capacités au niveau de l'écriture et que ma petite histoire personnelle, elle pouvait être utile à d'autres. Mmh. Ouais. Et donc, j'ai travaillé dans la forme de l'écriture. Parce que il n'y ait pas uniquement, ce ne soit pas uniquement un témoignage, ce qui est déjà Mmh. beaucoup, parce que même à travers le Mmh. témoignage, Ouais. d'autres personnes peuvent effectivement avoir des échos, des résonances au niveau des émotions, des sensations, et comprendre un certain nombre de choses, mais j'ai voulu vraiment l'ouvrir à plus vaste. Euh, Et c'est très réussi. Merci. C'est très réussi cet aspect-là. Moi, m'a beaucoup parlé. Et c'est très réussi dans deux espaces différents, c'est-à-dire ça ouvre à tout le domaine de l'abus et de cette relation très, très perverse qui est très de mise en ce moment dans notre société entre les personnes, de prise de pouvoir. Et ça ouvre aussi très vaste sur tous ces aspects des différentes consciences de l'être, de connaissance de soi.
Et donc merci vraiment d'avoir pu écrire ça sous une forme si belle et si facile à lire. Merci. Je vais lire un petit passage encore, page 182. Tu dis: nous avançons avec des hauts et des bas. Certains moments sont des défis, d'autres sont plus faciles. Ça fait partie de ce trajet d'évolution dont j'approfondis la connaissance. J'ai souvent l'impression de tourner en rond parce que je me rapproche du cœur de la blessure. Je repasse aux mêmes endroits, mais un cran plus loin. Je descends chaque fois plus profondément pour m'approcher davantage des zones dévastées par trop d'inhumanité. Les toucher, les regarder, y déposer des graines de conscience et avancer, remonter un peu plus haut que la fois précédente. L'évolution est une spirale. Les problématiques auxquelles je suis confrontée, je dois les aborder encore et encore. J'aime beaucoup parce que moi je vois ça dans mon histoire et puis dans les histoires auxquelles je suis confrontée. Voilà, on a souvent l'impression de ne pas avancer assez vite. On aimerait que ça soit, ça c'est fait, c'est bon, c'est derrière, et puis hop, ça revient. Et on se dit, mais zut, mais en fait, je fais quoi? Je recule, j'avance. Oui, Et voilà, tu peux nous parler de ça. oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est essentiel dans le processus. C'est essentiel de le comprendre, en fait. Que ce processus, il n'est pas linéaire. Et c'est pas une fois pour toutes, voilà, ça y est, j'ai trouvé quelque chose, j'ai compris quelque chose, j'ai réglé quelque chose. Et ça y est, je suis sortie d'affaire, en fait. Et c'est vrai que, ben, il y a des moments où ça va mieux. Et puis il y a des moments où le mal-être revient. Et ça peut plonger dans des désespoirs vraiment très intenses, très profonds, où on a l'impression, comme je l'ai écrit, de ne pas avancer, de tourner en rond, l'impression qu'on s'en sortira jamais. Voilà. Et alors qu'en fait, avec le recul, effectivement, c'est tout simplement parce qu'on va aller chercher toujours plus loin, Mm. toujours plus profond. Et voilà, en psychologie, on parle souvent comme des couches de l'oignon. Hein. On va travailler Ouais. sur une première couche, et puis quand celle-là elle est réglée, il va y en avoir une autre. Et moi, je me suis rendu compte que approcher le cœur de la blessure, c'était Ouais. très très long, Ouais. en fait. Et que même une fois que le cœur du cœur il est rencontré, pouvoir le libérer, cheminer avec, c'est encore du temps. Ouais. Voilà. Et cette notion de temps, vraiment, elle me semble importante à souligner. C'est pas parce que tu reviens dessus que tu n'as pas avancé. Et c'est vraiment cette spirale, j'aime beaucoup l'idée, c'est que finalement, on augmente notre champ d'amour de nous, de connaissance de nous. Et c'est ça la guérison. C'est pas un chemin où je pars d'ici, puis j'arrive ici, et ça y est, j'ai abouti. C'est un chemin de spirale qui nous emmène dans un processus qui va être le comment je commence à vivre plutôt que ce que je vis. Est-ce que ce que je vis, c'est différent d'avant? Peut-être pas. Mais comment je le vis est toujours différent d'avant. Et ça, c'est vraiment beau, la façon dont tu le déploies dans ce livre. On comprend que voilà, c'est vraiment un chemin. Et que, comme le dicton chinois, hein, c'est pas l'arrivée du chemin qui est le but, c'est le chemin, en fait. C'est le Oui, processus qui est en lui-même la guérison. Et il y a des étapes, il y a quand même des paliers où tout d'un coup, ah oui, là, quelque chose s'allège et il y a un changement. Ça ne veut pas dire ça y est, tout est terminé, je suis arrivée, je ne sais pas où. Et j'aime beaucoup comment tu es arrivé avec subtilité et d'amour, de douceur. On sent ces paliers, c'est subtil parfois, parfois c'est beaucoup plus franc, mais on sent que voilà, c'est un parcours qui prend du temps et qui s'inscrit dans le temps. oui, et ça me semble important aussi, parce que quand on vit ces douleurs vraiment intenses, on n'a qu'une envie, mais c'est qu'elles soient derrière. Et moi, ce qui m'a, entre guillemets, perdu pendant longtemps, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est d'imaginer qu'il va y avoir un moment donné où ça y est, on aura passé une porte et ce sera fini, ce sera derrière, qu'il y a un avant, un après. Et non, ça fonctionne pas comme ça. Et c'est, moi j'aime à dire que c'est un pas après l'autre et que chaque pas a sa valeur, a son importance. Et que souvent on ne se rend pas compte. On fait des petits pas et on n'a pas l'impression d'avancer. Mais c'est quand on se retourne, on se dit, ah oui, il y a un an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, eh ben, j'étais pas aussi bien que ça.
Voilà. Donc finalement, oui, j'avance, même si je ne m'en rends pas toujours compte, même si des fois j'ai l'impression de reculer, de plus avancer. Finalement, ça s'ouvre toujours. euh, Et ça me fait penser que, tu vois, on n'a pas redit, mais dans cette victime innocente, dans cette culpabilité, il y a autre chose qui se met en place, qui est une défense encore, qui est la notion de prendre refuge dans un aspect très mental et de créer un idéal. Et d'atteindre cet idéal, et que comme forcément, comme tout idéal, on ne l'atteindra jamais, d'être constamment dans la pensée qu'on n'y arrive pas et qu'on n'y arrivera jamais à s'en sortir. mm, Et du coup, de ne pas réaliser que dans le réel, effectivement, ça change, et que pas à pas, on s'en sort. Mais cet idéal vient comme parasiter. Et ça fait partie aussi de ce que tu déploies dans ton livre. Il y a la notion du deuil, de cet amour idéal, de cette vie idéale, de cet avènement idéal. oui, Et de ce que j'aimerais tellement vivre, c'est ça. en fait, ce à quoi j'aspire. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'avoir cette orientation intérieure et cet élan de vie, cette pulsion de vie qui nous fait aspirer à la joie et au bonheur. Mais c'est différent de cet idéal inatteignable qui fait qu'on ne voit plus les avancées dans le réel, Oui. chaque pas. Il y a à la fois, c'est important, effectivement, d'avoir quelque chose vers lequel tendre, parce qu'autrement, on ne se met pas en route. Ouais. Mais il s'agit oui, que cet idéal ne vienne pas remettre de la culpabilité parce que je n'y arrive pas, Ouais. en fait. Et donc, c'est aussi là oui, tout un processus d'ajustement, de compréhension, de ressenti entre oui, il y a des personnes qui peuvent m'inspirer ou des élans intérieurs, où voilà, j'ai envie d'atteindre un certain bien-être, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on aspire tous au bien-être. Et heureusement. Voilà. Et en même temps, ça va être essentiel de ne pas se taper dessus, de ne pas continuer à se faire mal, en fait. À Et s'auto-juger, en à fait. se C'est ça que tu veux dire. s'auto-juger, à s'auto-détruire, à se revictimiser Voilà, soi-même, c'est ça. parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver. Et ça, c'est important, cette notion qu'on intègre l'agresseur qu'on a eu extérieurement, on l'intègre en fait et on le fait avec soi-même. C'est comme un conditionnement. Voilà, il y a tout ce chemin, ce déshabillage de ce conditionnement-là. Et ça, c'est important aussi à dire avec la notion du deuil. Et j'aimerais que tu nous en parles, Oui, du deuil. alors dans ces situations d'abus, de traumatisme, et principalement dans l'enfance, ce qui a été blessé, c'est l'amour. Ouais. C'est-à-dire que l'amour sincère, vrai, qui aide à grandir, n'a pas été donné pour X raisons. Et cet amour, il est désespérément attendu, désespérément cherché, et en même temps, l'enfant a intégré qu'il n'y avait pas droit. Donc, il va aussi se le refuser. Et on apprend à ne pas s'ouvrir à l'amour, en fait, Voilà. à ne pas Et le donc, recevoir, il y a même quand il est là. toute une fermeture pour ne plus être blessé qui se met en place, mais qui ferme aussi du coup à l'amour, qui pourrait être vécu ailleurs. Donc moi, souvent, j'appelle ça une défensive. Hein. Oui. Pour se protéger, on finit par s'emmurer, en fait. Voilà. Donc au départ, ce mécanisme de défense, il est légitime, il est normal, et heureusement qu'il est là parce qu'il permet de survivre. Mais au fil du temps, plus on avance, plus on grandit, plus on devient adulte, plus il nous handicape, en fait. Et quand tu parles du deuil, c'est le deuil de cet amour qui n'a jamais été reçu. Et que l'enfant, à l'intérieur, peut continuer à attendre désespérément et s'accrocher, et peut du coup continuer à s'accrocher à l'agresseur, attendant de recevoir de sa part cet amour qui n'a pas été donné. Et ça, c'est très important, il me semble. C'est qu'à un moment, il y a un deuil à un faire. moment donné, à lâcher. Cette personne-là, comprendre que je ne peux pas recevoir plus et je ne peux pas recevoir autre chose que peut-être son agression continuelle, et de lâcher l'affaire au bout d'un moment, de faire le deuil, que ce soit un parent, un collègue, un voisin, un ancien amour, que cette personne en fait m'agresse et qu'elle ne peut pas faire autrement, et cesser d'attendre d'elle l'amour. Voilà. Et là, c'est une étape qui est décisive dans la guérison. De passer, en fait, dépasser cette attente pour pouvoir
euh, bah, aller chercher ailleurs et puis déjà se donner à soi-même cet amour, ce droit d'être aimé. Et ça, c'est une grande étape aussi, Ouais. que de sortir de la croyance d'être le monstre Ouais. pour réintégrer l'humanité qui a le droit à l'amour et dire mais oui, finalement, j'ai de la valeur au-delà de ce que j'ai subi. Je mérite l'amour. Je mérite l'amour. Et de même réaliser que l'amour, en fait, est déjà là, il n'est pas loin, il est peut-être dans le sourire de quelqu'un qui me le donne comme ça gratuitement, il est peut-être dans ce que je ne voyais pas en fait, qui m'entoure aussi. Exactement. Certaines personnes qui étaient là, mais je ne pouvais pas recevoir leur amour, je voulais d'une autre, et ça bloquait en fait ce mouvement. Oui. Donc c'est vraiment ce deuil qui ouvre. Voilà, et cette notion d'ouverture, elle est essentielle. Parce qu'il y a à passer d'une fermeture de protection à vraiment une ouverture du cœur, une réouverture du corps, une réouverture de l'esprit, de la compréhension. Ouais. Tout va ensemble. Plus on va comprendre ce qui s'est passé, plus quelque chose peut se réouvrir aussi au niveau du cœur. Ouais. Et là où j'ai été blessée dans mon cœur, en fait, c'est là que je vais retrouver la force. Encore faut-il avoir le courage, et dans ton livre on le voit, il y a vraiment cette notion de courage, de patience, de persévérance. Et ça fonctionne, mais voilà, il y a vraiment ces valeurs-là à mettre en route, quoi. Ces forces-là, j'allais dire. Et je vais relire un petit passage, page 186, qui dit « Je sors progressivement de la dépression, cette colère tournée vers l'intérieur, une colère contre la vie qui ne correspond pas à mes attentes et ne m'apporte pas ce que je veux. Un refus de l'amour meurtri, de l'humain destructeur, un cri de désespoir, un cri silencieux et lourd qui entraîne au fond quand il n'est pas exprimé au dehors. Être accablé de douleur est un immense appel au secours, une obstination à montrer comme ça fait mal, à demander de l'aide. Mais rester enfermé en disant non à la réalité n'a jamais fait changer les choses. L'univers s'en fout de mes états d'âme. Il tourne. Il appelle au mouvement, pas à se figer face à un monde qui ne se plie pas à mes désirs. Dans un orgueil qui se cabre à chaque coup du sort. Et je trouve magnifique de parler de ta dépression en arrivant à l'orgueil qui t'habite. Et je trouve que ce lien-là, il est fort de café quand même. Ah, il n'est pas facile à faire. Eh ben non. Et en même temps, il est là. Et il est tellement vrai. Et c'est ça. C'est ça. Merci de l'avoir écrit. Ouais. Et parce que, ouais, ça, c'est pas facile. Hein, ouais. de se regarder avec autant de vérité. C'est courageux. Et oui, et ça demande du courage que d'aller descendre dans toutes ces zones de souffrance, ces zones d'ombre, pour y amener la lumière. Et ces zones d'ombre, de blessures qui ont finalement nourri aussi un espèce de mouvement d'orgueil en fait, et d'attachement, et qu'on ne veut pas forcément lâcher si facilement. C'est ça, il y a comme une exigence à vouloir quelque chose. Ouais. Et effectivement, dans cette exigence et cette attente et cet orgueil, il y a un non à la réalité. Et en fait, tant qu'on est dans le non, la guérison ne peut pas se faire. Et voilà. Et ce qui est essentiel aussi, c'est le moment où on peut réussir à regarder vraiment l'événement qui a traumatisé et à dire oui, je ne voulais pas ça dans ma vie, mais c'est arrivé. Et ça, c'est essentiel de pouvoir dire ce oui. Mais avant de pouvoir dire le oui, il y a d'abord à rencontrer toute la colère qui vient de la blessure, toute la tristesse, toute la peur, toutes les émotions en fait de l'enfant. Elles ont besoin d'être rencontrées, exprimées, extériorisées. Et accueillies vraiment sincèrement, sans le rejet en fait. Voilà, puisque ces émotions-là, dans le traumatisme, elles ont été souvent interdites, pas possibles à exprimer. Et donc il y a besoin de redonner la parole à l'enfant. Et le oui commence là. De dire oui, je te vois, toi, enfant blessé, et du coup je vois ta douleur, ta souffrance, et je te prends en compte, je te donne la parole.
début du oui. Ouais. C'est à dire, ok, j'ai vécu ça, même si je ne le voulais pas. C'est vraiment cette notion de l'acceptation Oui. que moi je sens qu'il se déploie dans plusieurs niveaux, hein. Il y a Oui. vraiment plusieurs niveaux de ce mouvement-là. Ça commence par un je te vois, par un oui, je prends acte que c'est ça en fait. Oui. Et puis après, ben, je te souris, c'est ah, j'accueille. Et je cherche pas que ce soit autrement, parce que c'est comme ça. Et j'arrive à dire bonjour avec le sourire, sans rejeter. Et puis après, il y a le niveau de je t'aime aussi, comme ça. Voilà. Je t'embrasse. J'embrasse ce qui est vécu. Je ne le refuse plus du tout. Et ça ouvre. Et c'est ça qui va transformer en fait. Et ça transforme. Voilà. Il est beau ce mot, parce que ça fait changer de forme le vécu. Et il se transforme, c'est-à-dire qu'il n'est plus jamais comme avant. La blessure qu'a été change du tout au tout et devient une force en fait. Voilà. Et je rebondis alors là sur une phrase magnifique que tu nous donnes. La fragilité est humaine, l'accueillir est une force. Je trouve ça beau et tu rajoutes en t'appuyant sur Platon, la réussite n'est pas quand tu es au sommet, mais quand tu touches le fond et que tu es capable de rebondir, nous disait Platon. Exactement. Ça résume bien le... Alors j'aimerais le chemin. terminer par la page 209, où tu nous dis « Ce que l'on guérit individuellement libère toujours une parcelle de l'humanité. » Oui, ça c'est quelque chose qui a fait partie de ma motivation à la fois dans mon processus thérapeutique de guérison et dans le processus de l'écriture. Cette conscience d'avoir ma part de responsabilité pour l'humanité. C'est-à-dire que le chemin que je fais, certes au départ, il est motivé par le fait que j'ai envie d'aller bien, et c'est juste normal et légitime. Mais au bout d'un moment, voilà, je me suis rendu compte que si moi je faisais ce chemin-là, si j'amenais la lumière sur ces zones d'ombre, eh bien, ça pouvait aider d'autres d'une façon ou d'une autre. Ça va, je pense, induire quelque chose au niveau énergétique dans l'ensemble de l'humanité. Et puis, à travers le récit, donc, il y a des résonances qui peuvent se faire et qui peuvent inviter aussi à une compréhension, à un cheminement personnel. Oui, tout à fait. Et donc, moi, j'ai cette conscience de ma responsabilité aussi. Ouais. Dans ta propre guérison, il y a la guérison d'une parcelle de l'humanité. Voilà. Et là, c'est en toute humilité, il n'y a plus d'orgueil. Et c'est très beau. Et j'aimerais terminer par cette phrase que tu nous livres, page 210. Il n'y a rien de miraculeux. Rien n'est jamais gagné. Mais découvrir des expériences proches de la sienne permet de mieux s'apprivoiser. J'aime beaucoup le mot « il n'y a rien de miraculeux » et « s'apprivoiser ». Je trouve ça très humble. Et dans mon expérience, le cœur s'ouvre dans la notion d'humilité. C'est tout le sens de beaucoup de choses que je vis aussi. J'ai envie de te dire merci déjà, beaucoup, merci. Et puis je te donne la parole pour conclure et dire ce que tu as envie de dire. Oui, ce que j'ai envie de partager, c'est qu'effectivement, il n'y a rien de miraculeux. Et comme tu le disais, c'est un chemin qui est long, qui demande du courage, qui n'est pas facile tous les jours, et en même temps qui est très beau. Voilà, et j'ai envie de terminer sur une note d'espérance et de joie et de lumière. C'est-à-dire que chaque pas qui est fait permet d'avancer. Et même s'il n'y a rien de miraculeux, il n'y a jamais rien de perdu non plus. À chaque instant, quel que soit son âge, il y a toujours moyen de faire un pas de plus et de faire des belles rencontres et de s'ouvrir encore un peu plus et de devenir de plus en plus humain dans une belle humanité et qui est capable aussi de regarder les zones d'ombre, de faire vérité, d'y amener la lumière et de les alchimiser.
sur ces mots magnifiques. Merci Emmanuel. Merci Sophie. Et je te remercie, toi qui existes, qui nous a peut-être écoutés jusqu'au bout. Merci pour ton existence et je salue la lumière qui est en toi. Merci.